l'idée globalement, c'est de vous parler d'un tool que j'aime beaucoup, un outil open source qui nous aide à compléter notre modélisation de la menace. Et donc c'est un outil qui s'appelle Falco. Qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est un outil open source qui a été développé par ce qui est devenu maintenant l'entreprise Sysdig. C'est un outil open source, hein, ça a été donné à la communauté CNCF, donc c'est la même communauté qui gère Kubernetes, Prometheus, etc. Donc c'est vraiment un outil open source. Pour résumer, Falco, c'est un moteur de détection qui se base sur les syscalls Linux. Aussi simple que cela. Ça récupère les syscalls, on écrit des règles. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est intéressant? On se reconcentre sur notre modèle de menace. On a le client qui est à gauche, on a notre application qui est à droite. D'accord. Le client, pour communiquer avec notre application, généralement, on n'expose pas notre application de manière directe sur Internet. On se dit, bon, très bien, on va renforcer cela, on va mettre un WAF. Parfait, c'est génial. Sauf qu'un WAF, ça ne fonctionne que contre les attaquants, on va dire, les attaques simples. Donc, les robots scanners, les petits attaquants qui essaient juste de des payloads, etc. Mais globalement, in fine, à un moment, l'attaquant va bypasser le WAF. C'est du AWS, c'est du Cloudflare ou peu importe. L'attaquant va bypasser le WAF. Donc, on est forcé de supposer que pour un certain attaquant avec des ressources aux données, l'attaquant va pouvoir exécuter du code sur l'application. Et bien là, on est souvent à poil. C'est là où c'est game over généralement pour l'entreprise. La plupart des entreprises sont à peu près à une vulnérabilité près de se faire pouner. Donc, si on suppose que l'attaquant est là, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'entreprise, pour se protéger? Et c'est là où c'est intéressant, du coup, d'avoir un système qui tourne sur le serveur, parce que c'est là où on peut positionner cette brique qu'est Falco. Concrètement, c'est un driver, bon, on peut l'implémenter, l'installer de manière différente, mais globalement, c'est un driver Linux qui va utiliser des probes pour récupérer tous les syscalls qui sont exécutés sur le système. Donc, ça peut soit passer par un driver Linux, et donc ça fait des cas probes pour récupérer tous les syscalls, ou bien ça peut passer par le moteur eBPF si vous voulez, mais vous avez accès à moins de syscalls. Mais bref, peu importe, ça récupère plein de syscalls. Qu'est-ce qu'un syscall? C'est des interfaces pour le userland de communiquer avec le kernel. Donc globalement, lorsqu'on ouvre un fichier, c'est un syscall. Lorsqu'on envoie un paquet, c'est un syscall, etc. Donc ça va récupérer ce stream de syscall et ça va le parser et l'enrichir. Donc globalement, on ouvre un fichier, bah, c'est quel fichier? Qui l'a ouvert? Est-ce que c'est sur un container? Est-ce que c'est sur une machine? Quel est le user, etc., etc. Et donc avec ça, on a vraiment une vue très profonde de ce qui se passe sur le système. Une fois qu'on a récupéré ces events-là, ça part dans le moteur de détection. Et donc c'est là où ça devient intéressant, parce que c'est là où on peut dire, très bien, tel fichier, le etc password, je ne veux pas que ce soit lu en fait par mon application. Quelle application a besoin de lire le etc password? En fait, il n'y en a pas beaucoup. Et donc c'est là où on peut coder des règles assez intéressantes. Un attaquant, lorsqu'il se retrouve face à un WAF, globalement, son objectif c'est de bypasser le WAF. Il ne va jamais penser à bypasser le WAF et Falco ou un autre moteur de détection qui est derrière. Donc il va se focaliser sur, par exemple, bypasser, je sais pas, faire de l'encoding, etc. Mais pour tester que sa payload fonctionne, ça va toujours être un curl derrière. Ça va toujours être peut-être, je sais pas moi, un netcat, etc. Et donc ça, c'est le genre d'event qu'on peut récupérer via ce truc-là, parce que l'attaquant ne s'y attend pas. Il est en train de combattre le WAF. Or, nous, on a notre moteur de détection qui est juste derrière. Donc, c'est littéralement un piège. Alors, bien sûr, c'est juste de la détection, c'est pas de la prévention. Vu que ça récupère les events syscall via des hooks, en fait, le syscall n'est pas interrompu. Il continue sa route. Nous, on récupère juste ce qui s'est passé. Donc, c'est de la détection. Donc, maintenant, exemple de règle, juste pour vous donner un peu une idée. Donc oui, bon, alors, ça je ne m'attarde pas dessus parce qu'il y a Alex qui va en parler, donc je ne vais pas spoiler cette partie-là, mais je vais donner juste un exemple de règle. Toujours dans le contexte, une application qui se fait compromettre. Un attaquant, typiquement, va utiliser certains tools, enfin il y a certains tools qu'on voit de manière assez commune dans des attaques. Il y a du netcat, il y a du grep, il y a du wget, il y a du whoami, il y a du id, enfin, etc. Et donc on peut coder une règle qui dit si on constate ce genre de binaire sur notre container, on peut lever une alerte. Encore une fois, on les récupère via les syscalls. Typiquement là, c'est le syscall execv. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire, mais en fait, pourquoi est-ce que ces outils-là sont présents dans notre container déjà? Donc, on peut déjà faire un premier
un premier durcissement où on élimine tous ces outils-là de nos containers. Comme ça, on force la main de l'attaquant. Il n'a pas 36 000 outils qu'il peut utiliser. Non, il a juste une seule commande ou peut-être une dizaine de commandes qu'il peut utiliser dans le container. Et s'il essaye de sortir de ces commandes-là ou s'il essaie d'utiliser les 2-3 commandes qu'on ne peut pas enlever, bah là, on enlève une alerte. C'est comme ça qu'on globalement, on force la main de l'attaquant via du durcissement pour que l'approche par la détection donne beaucoup plus de résultats et qu'on ait un ratio de signal versus bruit blanc qui soit beaucoup, beaucoup plus intéressant. Et comme ça, globalement, si Falco sonne, en fait, on arrête ce qu'on fait. Parce que l'alerte est tellement, tellement précise. Il n'y a personne qui va faire du grep sur un container. Ou il n'y a personne qui va faire tourner en route sur un container. Enfin, normalement. Donc, voilà l'idée. Ça ressemble à ça. Donc, c'est pas mal enrichi. Voilà. Donc, ce que j'adore à propos de ça, c'est que les gens gueulent sur le WAF, et c'est vrai, ils ont raison. Mais le WAF est là pour empêcher certains attaquants de passer. D'autres vont nécessairement passer. Et du coup, il faut une seconde brique pour les empêcher. Et ça, c'est une très, très, très bonne brique. Et encore une fois, c'est open source. C'est facile à prendre en main. Ça se déploie via container. Et il y a des... Bon, voilà, vous pouvez écrire vos règles. Contrairement à un EDR où vous payez peut-être des dizaines de milliers d'euros par an avec des modèles de machine learning, etc., auxquels on n'a pas accès, qu'on ne peut pas tweaker. Ici, on peut littéralement écrire ce qu'on veut. Donc là, on parlait de parsing de rapports de PDF, de CTI, etc. Ok, très bien, ils ont exécuté ça pour passer. Bon, on écrit une règle Falco dans la minute et c'est déployé, c'est terminé. La position officielle de Sysdig, du coup, c'est que ça consomme 1 à 2% CPU. Maintenant, la réalité, c'est que si tu le fais tourner sur un gros cluster avec potentiellement 11 000 pods et 400 serveurs, vu que globalement ça query l'API Kubernetes pour récupérer le contexte, ça peut faire un peu mal. On avait essayé un patch, on avait contribué même à un patch à Falco où globalement ça filtrait sur le nœud, comme ça tu ne récupères pas les events de tous les nœuds mais juste ceux qui t'intéressent, etc. J'attends avec impatience de tester globalement sur un kernel 5.8 parce qu'on ne passe plus par un driver Falco, on passe par les branchements eBPF. Et ça, normalement, ça devrait aider la maintenance en plus. Donc, on le fait tourner en prod sans souci. Parce qu'on a une banque et de cette manière, notre prod, c'est une banque, quoi. C'est pas du Datadog. Par contre, notre environnement de staging, c'est là où on a besoin de beaucoup de ressources. Et effectivement, là, on fait un petit peu plus gaffe au niveau des ressources. Falco, globalement, c'est de la détection. Qu'est-ce que tu en fais ? Effectivement, à toi de voir. Maintenant, il y a un super projet qui est développé par un pote qui s'appelle Falco Sidekick et qui lui, du coup, va pouvoir se brancher sur 200 connecteurs. Donc, si tu veux le brancher sur du SIEM, sur peu importe, je ne sais pas, une QSNS pour après l'interpréter comme tu veux, tu peux. Mais là, effectivement, je parlais juste de Falco. Là, ce que j'ai montré, effectivement, c'est un Elasticsearch derrière. En fait, parser du syscall, c'est vraiment, vraiment très dur. Et toute l'ingéniosité de Falco, c'est qu'ils ont ils continuent de résoudre ce problème de manière assez intelligente qui fait que tu n'es pas exposé à ce flux brut de syscall. Donc eux, ils vont parser, ils vont laisser dans des buffers, ils vont agréger, ils vont faire des trucs qui font que si tu écris tes règles correctement, c'est OK. Donc par exemple, une mauvaise règle serait déclenche cette règle à chaque fois qu'un fichier est ouvert. Paf. Ou à chaque fois qu'il y a une ouverture de fichier. Là, tu crames tes perfs. Par contre, si tu écris tes règles de manière assez smart, tu peux cibler vraiment les comportements qui t'intéressent. Là, typiquement, tu vois, on se focalise sur les containers. Tu peux peut-être spécifier quels containers t'intéressent, ceux qui sont exposés aux utilisateurs ou pas. Cibler les syscalls, cibler suivant les arguments. Typiquement, si tu veux par exemple détecter l'accès aux métadatas AWS, si tu ne peux pas les désactiver, tu peux uniquement cibler les ouvertures de connexion sortantes vers telle adresse IP, etc. etc. Et il y a un travail d'optimisation des règles, certes, que tu dois faire dans le module open source, que tu n'as potentiellement pas besoin de faire si tu prends leur offre commerciale, mais qui coûte très très cher. Ça, c'est une autre question. Il y a une règle qu'on a gardée, ou deux règles qu'on a gardées.
un container qui tourne route, deux, l'accès aux metadata AWS de mémoire. Les deux, on les a gardés. Le reste, ça sonnait trop et ça ne correspondait pas à notre philosophie. Je veux que si ce truc sonne, qu'on arrête ce qu'on fait et qu'on investigue. Or, c'était pas trop... Mais, nécessairement parce qu'on n'a pas le même contexte, on n'a pas la même philosophie, donc c'est OK. Du coup, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une attaque de cluster Kubernetes. Donc, c'est quelque chose qu'on fait souvent chez Paddock et on a essayé un petit peu de faire un petit bilan des attaques les plus communes, les scénarios d'attaque qu'on voit le plus souvent. Pourquoi Kubernetes? Parce que aujourd'hui, un attaquant, quand il veut router votre SI, il est obligé de passer souvent par l'applicatif, mais également par l'infrastructure. Et aujourd'hui, Kubernetes, c'est un peu un point central dans beaucoup d'infrastructures, puisque Kubernetes, il a accès à tous les secrets, il a accès à des droits IAM en dehors du cluster dans souvent pas mal de services, il fait tourner les applications, enfin voilà, c'est vraiment une brique centrale. Certains hackers targetent même les Kubernetes pour faire du cryptojacking et du coup miner des bitcoins ou du Monero à votre insu. Qu'est-ce que c'est Kubernetes? Kubernetes, c'est un orchestrateur de conteneurs. Donc en gros, on va avoir des VM, vraiment des VM classiques qui vont faire tourner plein de conteneurs. Et on va avoir du coup Kubernetes, ce control plane en haut, qui va se charger de dispatcher les conteneurs sur chacun des nœuds, qui va orchestrer tout ça. Donc voilà la base. Donc du coup, on a en élément, on a le control plane, qui est vraiment le petit cerveau qui va tout contrôler. Le nœud, qui sont les VM, donc vraiment des machines virtuelles ou des machines même sur un serveur. Et les pods, dans les pods, il y a les conteneurs et donc les applications qui vont tourner. C'est à peu près la hiérarchie. Donc du coup, avant d'attaquer un cluster kube, il faut savoir par où l'attaquer et quelle est la surface d'attaque. Donc il y a 4 gros éléments. Le control plane, qui est rarement... Alors, qui peut être accessible publiquement, on l'a déjà vu dans nos pentests. La best practice, c'est quand même de le mettre en privé. Mais souvent, on ne peut pas faire grand-chose puisque il faut une autorisation, etc. La deuxième option, celle qui nous intéresse, c'est l'applicatif. Donc, on va faire tourner des applications sur nos nœuds. Et si à un moment, on trouve une RCE ou quelque chose comme ça, ou une lecture de fichiers, etc., on va pouvoir accéder au pod et commencer notre attaque. Les deux autres options, ce serait par la CI/CD, par exemple dans des runners GitLab qui build du Docker, etc., ou directement dans les nœuds si on arrive dans le réseau privé. Mais c'est quand même beaucoup plus rare. Aujourd'hui, on va s'intéresser au deuxième cas. On a fait une petite kill chain pour voir tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais on va voir tout ça avec l'attaque, ce sera beaucoup plus parlant. Dans nos deux attaques qu'on va faire aujourd'hui sur le cluster cube, on va partir vraiment d'un attaquant qui est sur Internet, aucun accès spécial. Il va réussir, grâce à une RCE, à s'infiltrer dans un pod. Donc là, il est dans un conteneur. Une fois qu'on est dans un pod, la première attaque à faire, une des premières attaques à faire, ce serait de sortir du pod pour aller sur la machine hôte, donc pour aller sur le nœud. Et une fois qu'on est sur le nœud, en fait, on a accès à Docker, on a accès à tous les conteneurs qui sont lancés. Donc ce qu'on va faire, on va énumérer tout ce qui se passe dans tous les conteneurs pour essayer d'avoir des secrets. Ici, on va essayer d'avoir des secrets, mais on pourrait avoir des secrets dans des file systems aussi. On pourrait hijack justement des ressources pour miner, etc. Alors là, nous, notre secret, ça permet d'accéder à une RDS très bien. Du coup, dans cette première attaque, on va rester dans Cube. On va parler à l'API Cube, on va rester dans Cube. Nous, on a un Cube qui est managé par AWS. Du coup, ce cluster Cube, il doit aussi interagir par AWS. Et pour interagir avec AWS, on doit avoir un rôle IAM dans AWS. Ce qu'on peut faire, du coup, c'est essayer de prendre ce droit AWS, puisque le pod, le nœud en tout cas, a le droit de l'utiliser, donc le pod devrait avoir le droit de l'utiliser. Et avec ce rôle IAM, on va essayer de sortir d'AWS, d'aller sur AWS et de faire tout ce qu'on a envie de faire, notamment accéder au S3, puisque dans les S3, on a souvent des Terraform States, avec plein de secrets dedans super intéressants et passer route. Donc là, je suis sur une attack box. Alors, on va aller là-dessus. Alors voilà, donc on n'a pas laissé notre application sur AWS sans protection, on a quand même mis un incognito. Voilà, alors ça, c'est ma belle UI sur laquelle je peux uploader des fichiers. Donc là, du coup, je me suis fait une petite... hop, on va pas y aller en détail, mais en gros, là, je me suis fait un reversiel. C'est bon, hop, je l'upload. Voilà, donc du coup, là, c'est vraiment la première étape sur la kill chain. Elle était simple, hein, on a juste utilisé, en gros, on a simulé une zero day. Donc ensuite, on va se faire un beau shell. Row -echo. Voilà, super.
Voilà, bon, maintenant j'ai un super shell dans mon pod. Hop. Donc si je reprends mon schéma de tout à l'heure, en gros, quand on est là-dedans, voilà, là je suis dans mon pod. Bon, c'est pas du tout la partie la plus intéressante, donc on va essayer de se hâter un peu. Maintenant que je suis dans mon pod, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va regarder directement les capabilities qui sont dans mon pod. Hop. Et donc là, je ne sais pas trop si vous êtes tous familiers à comment ça marche Docker, les hôtes, etc. Mais en gros, les capabilities, ça va un petit peu représenter ce que mon conteneur partage avec mon hôte. Et quand on voit ça, là, on a toutes les capabilities. Donc en fait, mon conteneur partage absolument tous les namespaces Linux, toutes ces namespaces avec son hôte. Donc on va pouvoir sortir très facilement. En fait, on va juste dire à notre conteneur, arrête d'utiliser tes namespaces qu'on t'a donnés, utilise les namespaces de ton hôte. C'est dans la step 2, je pense. Voilà. On fait, voilà, bon, bah là, du coup, si on regarde là-dedans, on se dit, bah déjà, j'ai changé d'IP, j'ai changé de choses. Et si je fais pour vérifier que je suis bien dans le nœud, je fais un Docker PS. Voilà. Là, si je fais un Docker PS, je vois tous les conteneurs Docker qui tournent dans mon nœud. Donc là, ça veut dire que j'ai réussi à sortir de mon pod et que je suis sur mon nœud. Donc là, je suis vraiment sur une machine virtuelle. Et j'ai accès à tous les pods. J'ai accès à tous les pods, littéralement. Donc du coup, si je regarde un petit peu ce qui est monté sur chacun de mes pods, donc là, je vais regarder en fait comment ça fonctionne un nœud. Chaque nœud va avoir son volume. Et donc là, on voit qu'il y a X volumes qui correspondent à X nœuds. Et on va regarder un petit peu ce qu'on a dans ces volumes. Hop. Donc du coup, je vais faire un petit ls. On va regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est bon. Et là, du coup, qu'est-ce que je vois que j'ai dans mon volume? J'ai un certificat pour parler à l'API Cube, un namespace et un token. Nous, ce qui va nous intéresser forcément, c'est le token. Je vais tricher un petit peu, parce que j'ai déjà fait, je me suis déjà entraîné chez moi quand même. Si on cat le token, on voit qu'on a un JWT en fait, tout simplement. Et ce JWT, c'est le JWT que le pod utilise pour se connecter à l'API Cube. Donc là, on est toujours dans du cube, on reste dans le cube. Les endpoints de metadata, ça va servir à parler à AWS. Et ici, on ne veut pas parler à ou à GCP, ça marche un peu de la même façon. Mais ici, on ne veut pas parler à AWS, on s'en fiche, on est dans notre cluster. Et en fait, notre pod, il a besoin de parler à l'API Cube pour dire donne-moi des secrets, donne-moi des services, etc. Et là, vraiment, on reste, on peut le décoder normalement. Et si je vais dans... Voilà, et que je fais un Python. Voilà. En fait, on va voir que le token, ce token-là, JWT, il a été fait pour l'API Cube, donc pour Cube. Et bon, alors il y a plein d'infos dedans, c'est super. Et surtout, il a été issued by AWS. Donc en fait, c'est AWS qui a généré ce token pour le pod, pour parler à l'API Cube. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce token pour parler à l'API Cube et se faire passer pour le pod, tout simplement. Voilà, j'exporte mon token. Je copie ma petite commande. Et en gros, là, je vais faire un kubectl avec le token du pod. Mais j'ai pas mis de commande derrière. Donc, si je veux prendre, par exemple, get les secrets, ce qui pourrait être assez intéressant. Donc là, j'ai fait un get secret à la place de mon pod. On voit que j'ai pas le droit. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le token d'un seul des pods. Et moi, j'ai vu que j'avais 10 pods dans mon conteneur. Donc, du coup, on va utiliser un script qui va on va prendre les tokens de tous les pods, tout simplement. Et on va get les secrets avec tous les pods. Voilà, super, ça marche. Donc là, j'ai essayé tous les tokens, j'ai essayé de get les secrets avec tous les tokens, et on voit qu'en fait, il y en a un qui fonctionne, et celui qui fonctionne, c'est celui de l'Ingress Engines. Voilà, c'est un pod qui a un petit peu plus de droits que les autres, etc. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie sur le nœud. En fait, ce qui était juste de vous montrer, c'est que une fois qu'on a accès au nœud, on a accès aux ressources de tous les pods, et on a accès en fait aux ressources du nœud. Maintenant, hop, je crois qu'il faut que j'en fasse un deuxième. Voilà, un troisième. Voilà. Là, on retourne dans notre pod. Pardon. Donc là, ce qu'on a fait, on a seulement parlé à l'API Cube en usurpant l'identité des pods. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler à AWS en usurpant l'identité du nœud. Alors pour cela, il y a une fonction dont on a parlé il y a pas longtemps là, avec Falco, qui est les métadatas. En fait, le nœud, il doit bien s'initialiser, il doit bien faire quelque chose, et il doit prendre ces métadatas pour aller request toutes ces informations. Et même à partir du pod, je vais pouvoir aller request les métadatas.
Donc là, je prends mon token. Alors, AWS, on met des nouvelles protections pour les métadatas. C'est un petit peu plus compliqué qu'avant. C'est pour éviter les SSRF. Faut prendre un premier token avant d'accéder vraiment au rôle IAM. Donc voilà. Donc en gros, avec les métadatas, j'ai le droit d'avoir tout ça. Donc j'ai le nom de l'image, j'ai le hostname, etc. Donc j'ai plein de choses, le network. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Identity Credentials, qui là a vraiment le rôle IAM qu'on veut prendre. Voilà. Donc maintenant, normalement, j'ai un creds.json. Et là, ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec AWS, vous ne le voyez pas forcément. Mais en fait, là, j'ai pris les métadonnées. Donc, j'ai vraiment fait un curl sur l'URL des métadonnées. Et là, en fait, j'ai l'access key, la secret key et le token du nœud. Et en fait, je peux me faire passer pour le nœud. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est revenir sur l'ordinateur de Philippe et même, j'ai même plus besoin du nœud, j'ai besoin de rien, je pourrais le faire sur mon PC. Mais vu que je ne sais pas trop les configs qu'il a, on va rester sur le nœud, sur le pod pour continuer l'aventure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le copier dans le temp. Hop. On va aller dans le fichier et normalement, on a un script Python. Qui va nous donner tout ce qu'on a envie de faire. Donc là, je vais faire des exports. Donc en gros, c'est très simple. Normalement, là, si je fais un AWS S3 LS, donc ça sert à lister tous les buckets S3 que j'ai dans... Ah, ça marche déjà parce que j'ai fait la démo tout à l'heure. Bon. En gros, si j'exporte mes clés et que je fais un AWS S3 LS, vu que le nœud a le droit de le faire, moi, j'ai également le droit de le faire parce que je viens d'usurper l'identité du nœud. Et là, je suis sorti du cluster cube et j'ai mis un pied dans l'infrastructure, j'ai mis un pied dans AWS. Par contre, il y a des choses que je ne peux toujours pas faire dans AWS, notamment si je veux lister les utilisateurs pour, par exemple, m'en créer un autre, faire une backdoor, etc. Là, il va me dire, non, tu n'as pas le droit parce que je suis une EC2, je suis un nœud, qu'est-ce que tu voudrais faire, pourquoi tu voudrais créer des utilisateurs? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller choper les states Terraform. Alors, je vous épargne un petit peu la recherche parce qu'on sait déjà où ils sont. Là, je sais que dans ces buckets-là, il y a un state Terraform, je vais le télécharger. Donc je l'ai téléchargé. Et si je cherche un petit peu ce qu'on a dans les states Terraform, on a notamment ce genre d'informations. Ah, il n'y a pas JQ. Ok, bon, on va s'arrêter là, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir après. Mais en gros, dans les states Terraform, on peut faire un grep par contre. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on voit que dans le state Terraform, on a notamment des clés qui s'appellent admin user access key, c'est vraiment celle-là qui va nous intéresser. Et ça, c'est du coup les credentials AWS que Terraform va utiliser pour déployer dans l'infrastructure. Et bon, à partir de là, je ne vais pas les faire parce que j'ai pas envie de les rechercher manuellement dans le fichier et je pense que vous non plus. Mais en fait, je passe route j'ai autant de pouvoir que Terraform dans AWS. Et en rebondissant sur le cluster cube, j'arrive à devenir route de tout AWS. Le scénario le moins crédible ici, c'est l'escape de conteneur en fait. Avoir un pod applicatif qui est déployé en privilégié, c'est vraiment quelque chose qu'on n'est pas censé voir et qui n'est pas censé être fait. Ensuite, là, ce qu'on a vu, c'est que j'ai pris le rôle IAM de l'EC2 à partir du pod. Il y a des features qu'on peut faire, c'est à la place de donner le rôle IAM de l'EC2, on peut utiliser des OIDC pour donner des rôles IAM seulement pod par pod en fait. Donc si j'avais utilisé ça, j'aurais pas eu besoin d'aller prendre le rôle IAM du nœud. En fait, le nœud n'aurait même pas eu trop. Enfin, il a besoin de quelques droits, mais il n'aurait pas eu besoin, par exemple, d'aller au S3. J'aurais pu seulement donner à mon nœud l'accès au S3. Bon, après, pareil, il y a toujours les accès aux de moindres privilèges, etc. Il y a également ce qu'on appelle des network policy. Alors, je suis pas forcément le plus calé là-dedans, mais en gros, les network policy, ça va servir à restreindre tous les appels de network dans le cluster cube. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, on peut dire ce namespace-là n'a pas le droit de parler à ce namespace-là, ce pod-là n'a pas le droit d'aller query cette IP-là, celle des métadatas par exemple, et voilà. Alors je crois que j'ai une petite slide d'ailleurs sur la défense, je vais repasser dessus vite fait. Hop. Voilà. Voilà, on a tout ça, c'est tout ce dont j'ai parlé. Ah oui, et on a autre chose, parfois on est obligé de mettre des pods privilégiés. Ça, pour build du Docker,
Je crois que quand on veut monter un S3 dans Cube, les seuls trucs qui existent, c'est privilégié. Et en fait, la grosse recommandation, c'est pas de privilégier, il faut les isoler sur des nodes qui sont dédiés. Puisqu'en fait, un pod privilégié, c'est égal aux nodes, donc autant les mettre tous ensemble et les laisser ensemble dans un coin, isolés du reste. C'est tout pour moi, du coup. Merci de m'avoir écouté.